BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Ce soir, on va parler, c'est le thème du jour, de fast fashion. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Faut-il l'interdire? Mais comment? Bonsoir, Yoann Petiot. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de l'Alliance du commerce. Il y avait donc cette proposition de loi qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale pour essayer de bloquer, de limiter l'impact de cette fast fashion. La question d'abord, c'est quoi la fast fashion? Qu'est-ce que ça représente? C'est qui? Alors, il faut utiliser les bons termes. Oui, c'est pour ça. On emploie fast fashion et la PPL, elle vise l'ultra fast fashion. Alors, à qui on a affaire? C'est ça qui est important. Aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, on est face à des nouveaux acteurs, notamment asiatiques, qui agissent en ligne, à travers des sites en ligne. Shein, pour pas les nommer, bien sûr. Voilà, qui recueillent plus de 15 millions de visiteurs uniques par mois. Donc, ils sont extrêmement puissants en quelques mois, en quelques années, avec des moyens financiers qui sont colossaux et qui pratiquent des stratégies marketing qui sont agressives et qui ne respectent ni les réglementations françaises en matière de protection du consommateur, de prix, d'information sur les prix ou même de sécurité des produits. Donc face à ces acteurs-là, oui, il faut agir et le texte de loi qui avait été déposé par le groupe Horizon à l'Assemblée nationale est une bonne chose, nous y étions favorables. Il y a aussi autre chose à faire. Il faut d'abord dire à ces groupes-là que toutes les mêmes règles s'appliquent à tous les acteurs. Alors attendez, avant de passer sur les règles, parce que c'est pour ça que la définition est quand même importante, vous disiez ultra fast fashion, parce que eux, dans leurs critères, dans la loi de l'ONG justement qui dénonce, qui s'appelle Stop Fast Fashion, elle dit c'est pas plus, il faut taper sur les enseignes qui produisent plus de 5000 modèles par an, mais c'est très bas. Shein, c'est 7500 par jour. Donc vous voyez, enfin là on parle de choses complètement différentes. Enfin, les extrêmes sont très loin. Entre 7500 par jour et 5000 par an, il y a un monde. Et le sujet et l'enjeu aujourd'hui de cette PPL notamment est de se dire quel seuil on fixe pour vraiment cibler ces acteurs de l'ultra fast fashion contre lesquels on veut agir et ne pas mettre un seuil qui aujourd'hui impacterait des enseignes implantées en France, qui créent de la valeur, qui créent de l'emploi. Donc aujourd'hui, nous, il y a des seuils qui ont été portés, que ce soit par Raphaël Glucksmann, par exemple, ou même par des députés Les Républicains. On pense que le seuil de 1000 références par jour est un seuil qui permettrait de cibler, en effet, les acteurs que l'on souhaite, qui sont les acteurs de l'ultra fast fashion. Oui, mais d'abord, on aurait dû presque commencer par le début, mais c'est pour ça que je vous demandais la définition. Yoann Petiot, est-ce que pour vous, vous considérez qu'il faut réglementer cette fast fashion? C'est ultra fast fashion. Ultra fast fashion. C'est pour ça que les termes sont importants. Oui, on considère qu'il est important de la réguler parce que ces acteurs qui sont arrivés en France avec des moyens qui sont colossaux, qui investissent des millions en marketing chaque année. Oui, mais là vous visez Shein, on est d'accord, mais par exemple Zara. Est-ce que pour vous Zara n'est pas un acteur de l'ultra? Ah bah oui, mais certains considèrent qu'elle l'est. C'est là où le seuil est extrêmement important. Et nous on dit soyons vigilants au seuil que l'on veut mettre. On doit cibler l'ultra fast fashion qui ne respecte aujourd'hui ni nos règles en matière de protection du consommateur, de sécurité du produit, qui ont des pratiques néfastes pour l'environnement. Il faut agir contre ces acteurs-là. On sait qui ils sont aujourd'hui, mais Zara n'est pas un acteur de l'ultra fast fashion. Certains disent que ça l'est. C'est une position. Non, mais c'est pour ça, pour l'Alliance du commerce, vous dites non, Zara n'en fait pas partie. Zara n'est pas un acteur de l'ultra fast fashion. Oui, ok. Mais à part Shein, il y a quoi d'autre? Il y a qui d'autre? Il y a Temu, il y a quoi d'autre? Vous avez Temu, vous avez des sites tels que Boo aussi. Enfin, vous avez beaucoup de sites internet. Il y en a donc que des sites chinois, en fait. Il y en a d'autres qui vont naître demain en Inde. Enfin, on sait que ça va se multiplier. Ce sont des modèles qui arrivent en France extrêmement puissants et qui perturbent en effet les enseignes qui sont déjà implantées sur le marché. H&M pour vous, alors si Zara ne l'est pas, parce que lorsqu'on voit les résultats d'Inditex, la maison mère qui a été publiée hier, plus de 5,5 milliards je crois, de bénéfices, on se dit que c'est complètement dingue. Enfin, le succès de Zara, c'est assez vertigineux. H&M pour vous, c'est de l'ultra fast fashion ou c'est de la fast fashion? Est-ce qu'il faut sanctionner? C'est peut-être de la fast fashion qui est arrivée à la même époque que Zara, qui ont créé le concept, j'ai envie de dire, de fast fashion. Aujourd'hui, on parle de l'ultra fast fashion. Zara et H&M, ils sont implantés dans notre pays maintenant depuis de très nombreuses années. C'est pas eux. Donc, faut pas y toucher. C'est pas eux qui perturbent le marché depuis 2-3 ans avec des pratiques qui sont déloyales, qui sont même pas déloyales, qui sont illégales. Oui, enfin certaines ONG considèrent que c'est quand même aussi dangereux parce qu'ils ne respectent pas des critères environnementaux. Lesquels? De production.
Non, aujourd'hui, je ne suis pas leur défenseur, mais aujourd'hui, Zara produit dans du prochain port, que ce soit au Maghreb ou ailleurs. Enfin, aujourd'hui, il ne faut pas se tromper de cible. Qu'est-ce qui perturbe le marché depuis 2-3 ans? Ce sont ces nouveaux acteurs géants sur Internet qui ne créent pas de valeur. Quand vous agissez sur Internet, que vous envoyez des millions de colis en France chaque année, qui ne payent pas de droits de douane européens, parce que le seuil des droits de douane européens, c'est 150 €, c'est des pratiques déloyales, de la concurrence déloyale pour tous les enseignes qui sont implantées sur le territoire français, qui créent de la richesse à travers leurs magasins et qui créent de l'emploi. Donc ne nous trompons pas de cible. Et d'ailleurs, l'esprit du texte initial de la proposition de loi, c'était bien de cibler ces acteurs de l'ultra fast fashion. Et donc aujourd'hui, nous, on était favorables à cette action face à l'ultra fast fashion. Oui. D'accord, ok. On voit. Est-ce que pour quand même cette ultra fast fashion, je reviens, est-ce qu'il faut vraiment une proposition de loi pour limiter 3 acteurs? Alors, ce sont 3 acteurs aujourd'hui, mais il y en aura d'autres demain, on le sait, parce que c'est un modèle qui peut... Vous avez poussé l'Alliance du commerce, vous avez poussé à cette loi? Non, nous, quel était le message que l'on fait passer au gouvernement et au pouvoir public depuis maintenant quelques années? On leur dit déjà, il est important, avant de créer de nouvelles règles, je suis d'accord avec vous, l'important c'est que toutes les règles déjà s'appliquent de la même manière à tout le monde. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, on le sait, en matière de prix, je le disais, de sécurité du produit. Que font nos autorités de contrôle en France? La première chose à faire, c'est que les règles soient les mêmes pour toutes et qu'elles soient appliquées avec la même force pour les acteurs implantés en France que les acteurs internationaux. Et qu'est-ce qu'ils ne respectent pas aujourd'hui? Les prix, on sait qu'il y a des prix de référence qui ne veulent rien dire. Quand vous avez un prix barré, vous devez respecter une antériorité du prix. On sait que ce n'est pas le cas. Sur les informations délivrées au produit, sur la composition du produit, il y a aussi énormément d'erreurs. Sur la sécurité des produits, on sait que sur Chine, il y a beaucoup de jouets, par exemple, qui ne respectent pas les règles de sécurité du produit. Donc ça, d'abord, appliquons les mêmes règles à tous. Oui. Alors, là-dessus, vous interrogez quand même des Français qui vous disent, c'est donc une enquête de Cluster 17 qui dit 84% des Français considèrent que la mode est trop chère en France, un chiffre qui monte à 75% chez les Français qui gagnent moins de 1 000 € par mois. La question, est-ce que si on interdit ces ultra fast fashion, du coup ça va devenir plus cher parce que quand même l'habillement en France est cher? Non, alors je ne sais pas donc si c'est une question de pouvoir d'achat, non? est cher, mais là où vous avez raison, oui, c'est une question de pouvoir d'achat. Oui, ça va coûter plus cher, si on les interdit de Chine, ça va coûter, si on interdit Chine, ça va coûter plus cher. C'est le risque. On a d'autres acteurs en France qui travaillent sur de la mode accessible. On a un champion français qui travaille sur de la mode accessible, Kiabi, qui sert toute la famille aujourd'hui à des prix qui sont accessibles avec des produits qu'ils essaient de qualité et améliorer de plus en plus. Donc non, il y aura d'autres acteurs pour servir cette entrée de gamme, y compris en France, qui crée de la valeur par des magasins et par de l'emploi et des produits de qualité. Regardez, Yann Petiot, quand même ce chiffre, toujours 63% des Français dont le revenu est inférieur à 1 500 € sont opposés à la création d'une pénalité sur les vêtements commercialisés par ces enseignes de fast fashion, d'ultra fast fashion. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, il y a un sondage qui va dans le même sens, qui a été présenté la semaine dernière par le ministère de la Transition écologique, qui disait que c'était 51%, c'est pas totalement le même chiffre, mais qui disait que 51% étaient contre, en effet, des pénalités sur ces acteurs-là. Nous, ce qui nous inquiète aujourd'hui dans cette proposition de loi, c'est qu'à l'origine, elle ciblait bien ces acteurs d'ultra fast fashion. Et la semaine dernière, en commission du développement durable, c'est un peu technique, je m'en excuse, mais les députés ont supprimé cette pénalité qui ciblait l'ultra fast fashion pour introduire une pénalité assise sur un affichage environnemental qui va impacter cette fois-ci toutes les enseignes, y compris françaises. Donc ne nous trompons pas de cible. Aujourd'hui, la proposition de loi telle qu'elle est écrite, elle rate sa cible. Elle n'arrivera pas à toucher les acteurs de l'ultra fast fashion. Par contre, elle va impacter les enseignes de l'entrée de gamme et peut-être du moyen de gamme qui sont implantées en France. Donc la loi rate sa cible. La loi rate sa cible. Oui, et même elle est à terme, elle peut mettre en péril l'activité du textile. On va y venir, qui, Dieu sait, se porte mal en France. Partout, mais en France notamment. Ce serait un comble de ne pas arriver à réguler ces acteurs internationaux qui posent des vrais problèmes et d'impacter et de poser des difficultés à des enseignes en France qui fonctionnent et qui font tout aujourd'hui, qui sont engagés dans la transformation environnementale. Donc on dit attention à ce que nous faisons, oui pour agir,
mais il faut le faire avec vigilance. En fait, la force de ces ultra fast fashion, c'est que c'est leur digitalisation qui est formidable, donc ce qui plaît beaucoup aux jeunes. Oui, on a aujourd'hui une grande partie de nos clients qui ont changé leur comportement d'achat, le mode consommation, qui achètent sur Internet. Nous-mêmes, chez nos enseignes, c'est plus 80% de ventes en ligne par rapport à ce qu'on faisait avant la crise sanitaire. Donc on voit bien qu'il y a un comportement de consommation. Les gens aujourd'hui se rendent moins en magasin. On a perdu un client sur 5 depuis la crise sanitaire dans les magasins. Donc il y a un vrai changement de consommation sur Internet avec des clients qui sont de plus en plus sur les réseaux sociaux, donc qui sont très accessibles à la publicité digitale, au marketing digital. Et on sait que ces acteurs-là étrangers sont très puissants, dépensent des millions d'euros pour acquérir de nouveaux clients sur ces plateformes et sur les réseaux sociaux. Ouais. La loi, il y a 2 points qui sont importants justement, c'est sur la définition et la pénalité. Oui. Ouais, c'est là où vous dites la définition, ça répond pas. On est prêt à avancer. Faisons une définition qui nous permette de qualifier qui sont les acteurs de l'ultra. Qu'est-ce qui vous paraîtrait entre les 7500 par jour et les 5000 par an pour vous, quelle serait la bonne cible? Il y a un monde, vous l'avez dit, entre 7500 par jour et 5000 par an. Il y a tout. Et je vous assure qu'aujourd'hui, aucune des enseignes présentes en France, qu'elles soient françaises ou internationales, ne met 7500 références nouvelles par jour. C'est impossible. Par exemple, H&M, c'est combien? Moi, je n'ai pas la moindre idée. Je ne sais pas, c'est pas à moi de communiquer ce chiffre. Je leur laisserai le soin. En tout cas, on en est très loin. Donc pour vous, la cible, ce serait quoi? Ça serait quoi le bon critère? Je vous dis, Raphaël Glucksmann, qui est député européen, a dit fixons-le à 1000 références par jour. Mais est-ce que ça vous va? Oui. Vous, Yoann Petiot? Oui, moi, Yoann Petiot, ça m'irait. D'accord, ok. Ben voilà, ça y est, on a... Okay. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, la pénalité financière qui est prévue dans cette proposition de loi, elle ne vise pas les acteurs de l'ultra fast fashion. Elle repose sur un score environnemental dont la méthode est aujourd'hui excessivement critiquable et très complexe et impactera des enseignes. Moi, j'ai pas très bien compris comment définissez ce score. On a eu une présentation la semaine dernière par les services du ministère. Il vous faudra bien une journée ou 2 pour arriver à le comprendre. C'est aujourd'hui... On est en France, quoi. Ouais. Voilà, c'est excessivement complexe. On n'arrive déjà pas à contrôler les acteurs chinois sur ce qu'ils font aujourd'hui. Ne croyons pas demain qu'on arrivera à les contrôler, le score environnemental qu'ils afficheront. Ouais. Donc, ciblons bien les pénalités financières sur les acteurs de l'ultra fast fashion que l'on a envie de réguler. Et c'était l'esprit de cette loi. Et c'est ce qu'on a envie de poursuivre. Puisque vous êtes directeur général de l'Alliance du commerce, comment se porte le commerce? On a vu 2023, ça a été un raz-de-marée dans le mauvais sens du terme pour toutes les marques, les grandes marques qu'on connaissait. Ça, que ça soit dans le textile, dans l'ameublement, l'habitat, là, c'est Maison du Monde qui ferme des magasins, mais pas tous, heureusement. Mais on a vu Okaïdi là tout récemment. Comment se présente 2024? Est-ce que c'est aussi dramatique en 2023 ou pas? 2023, on a véritablement un premier semestre et un deuxième semestre. On a eu une cassure à partir du mois d'août avec véritablement une baisse de la consommation dans notre secteur de l'habillement, mais vous l'avez dit, y compris dans le meuble, dans l'équipement du foyer. Et malheureusement, ça a tendance à se poursuivre en début d'année. Fondamentalement, la situation macroéconomique n'a pas changé entre le mois de janvier et février et ce qu'on connaissait à la fin de l'année dernière. Au contraire, on a plutôt des perspectives économiques qui s'assombrissent un peu. Vous avez vu, la prévision de croissance a été diminuée par le gouvernement à 1%. Et l'INSEE encore tout à l'heure. Le consensus est plutôt à 0,8. On voit que la courbe du chômage est elle aussi plutôt en train de se redresser. Donc oui, il y a des nuages, on va dire, macroéconomiques qui peuvent inquiéter. En même temps, il ne faut jamais oublier quand même que les enseignes qui résistent, qui sont là, se transforment et poursuivent leurs actions. Et je le disais tout à l'heure, on a des champions français et il faut qu'on en soit fiers. On parlait de Kiabi, on peut parler d'Etam, on peut parler de plein d'autres acteurs. Oui, mais voilà, il y a eu Camailleux, Koukel, Gap, Pinky, Jennifer, il y en a, voilà, Minelli. Et il y en a encore, malheureusement, on en aura certainement encore. Il y en a encore, vous en connaissez? Oui, parce qu'il y a plusieurs plans de continuation, il y a plusieurs entreprises qui sont aujourd'hui en procédure judiciaire, donc on ne sait pas comment ça va se finir. Donc oui, malheureusement, il y en aura Comment encore. vous l'expliquez? Parce que ce n'est pas uniquement ces changements de mode de consommation, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est la conjoncture qui est moins bonne, mais est-ce que ce sont des marques qui sont peut-être pas su se réinventer? Question de publicité, question de... C'est sûr que toutes ces marques-là sont nées il y a 10, 20 ans et que le monde a changé, voire même 30 ans pour certaines, et que le monde a changé depuis. Donc il a fallu
faire le virage du numérique. Vous parliez de Zara. Aujourd'hui, ils font 25% de leur chiffre d'affaires en ligne. Donc, ils ont su prendre ce virage de la transformation numérique et capter une clientèle sur Internet extrêmement fort. Il faut aussi garder de la spécificité de son produit. Peut-être que ces marques du moyenne gamme ont des produits aujourd'hui qui se différencient trop peu, et donc il faut retrouver de la création et une appétence pour que les clients reviennent aussi vers ces marques-là. Oui. Donc, vous avez est-ce que vous avez un chiffre à l'Alliance du commerce sur le nombre de commerces qui ont fait faillite ? Alors le nombre de commerces, non. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes d'emploi, on voit que depuis 10 ans, le nombre d'emplois dans le commerce de l'habillement et de la chaussure, c'est moins 40 000 emplois dans ces commerces-là sur ces 10 dernières années. Ah oui, sur un total de combien, juste pour avoir une idée à peu près de la proportion ? Parce que moins 40 000, ça paraît beaucoup, mais ça dépend. Oui, on était dans les 200. Oui, donc c'est quand même vraiment énorme, c'est très significatif. Le Conseil national du commerce, on en a parlé bien sûr, c'était la semaine dernière, a fait des propositions avec Olivia Grégoire. Est-ce qu'elles vous paraissent suffisantes ? Alors il y avait évidemment sur les baux, mais est-ce que c'est suffisant à votre avis ? Simplification et encore simplification. Est-ce qu'il aurait fallu d'autres choses encore ? Alors c'est peut-être pas suffisant, c'est peut-être pas tout ce qu'on attendait, mais c'est déjà un premier pas. Il était temps de réunir cette session plénière, que la ministre nous réunisse. Ça faisait 1 an que le Conseil national avait été créé. Il y a eu énormément de travail de fait depuis 1 an. Donc on attendait maintenant des choix politiques, des décisions politiques. Il faut rappeler que ce Conseil n'est pas né de nulle part. Il est né des assises du commerce qui, à la fin de la crise Covid, au cours duquel Bruno Le Maire a dit il faut que l'État définisse une vraie politique pour le commerce. Et donc il y a eu ce Conseil national qui a été créé il y a 1 an. On a travaillé. Et il y a des premières mesures qui sont sorties. Vous avez dit des mesures de simplification qui sont intégrées dans le texte déposé par Bruno Le Maire à l'été. Et il y a des mesures sur les baux. Qu'est-ce qu'a dit la ministre sur les baux commerciaux ? Elle a dit qu'elle était favorable à aller vers la mensualisation des loyers. Oui, mais qu'est-ce que ça change ? Important. C'est important, je vais vous le dire, parce qu'aujourd'hui, toutes les enseignes... Pour l'instant, c'est trimestriel. Elle paye 3 mois de loyer en avance. C'est-à-dire, avant même que vous ayez fait 1 euro de chiffre d'affaires, il faut que vous donniez à votre bailleur 3 mois de loyer. Et ça pèse excessivement lourd. Au début, quand vous ouvrez un commerce. À chaque fois. C'est-à-dire, tous les 3 mois. Non, je suis d'accord, mais ensuite, c'est comme si vous faites... Vous engrangez vos 3 mois et vous voyez en quoi c'est fondamental. Non, parce que vous les avez en janvier, vous avez déjà versé 3 mois. Il faut que vous attendiez le mois de mars pour les faire en chiffre d'affaires et vous reversez 3 mois d'avance. Donc c'est toujours 3 mois d'avance. Donc de payer par mois, c'est quand même un allègement pour la trésorerie des commerçants qui est extrêmement forte. Nous, ça suffit pas. On voulait aller au-delà. Il y a des sujets aussi sur les charges immobilières qui ont fortement augmenté ces dernières années. La question, j'allais vous poser, oui. Et notamment dans un contexte de travaux qu'on doit faire dans les magasins pour économiser de l'énergie. On en a beaucoup parlé ces derniers mois. Qui paye dans ces cas-là ? C'est une des questions que l'on doit travailler avec les bailleurs, parce qu'aujourd'hui, la loi sur certaines choses n'est pas forcément claire. Oui, mais aujourd'hui, c'est plutôt les bailleurs, c'est plutôt les commerçants ? Ce qui relève au bailleur relève du bailleur, ce qui est, on va dire, non, mais ça, c'est logique, le clos du bâtiment, et ce qui est à l'intérieur du magasin relève plutôt du commerçant. Mais on sait que quand vous êtes dans un centre commercial, le bailleur, pour les dépenses qu'il fait, il a la capacité de les refacturer à son commerçant. Et donc, même si c'est le bailleur qui est le premier payeur, il refacture ensuite à son commerçant. Donc, in fine, c'est le commerçant qui va payer 2 fois. Est-ce que ça a entraîné une hausse très forte qui était déjà trop importante ? On l'a bien vu après le Covid, enfin pendant le Covid et après le Covid. Est-ce que ça a entraîné une hausse des baux d'une manière spectaculaire, cette rénovation énergétique ? Alors, il y a déjà le loyer qui a fortement augmenté sous l'inflation, qui a fait plus 12% automatiquement sans même rien faire. C'est-à-dire que même si votre magasin perdait de l'argent... 12% sans rien faire en indexation automatique sur ces dernières années. Et les charges immobilières, elles sont constantes. Elles vont être en augmentation constante ces dernières années. Je vous rappelle qu'on a un objectif d'ici à 2030 d'économiser 40% d'énergie dans nos magasins. Et donc ça nécessite des travaux. Et les travaux, c'est de l'argent. Juste, on a 30 secondes, donc c'est une réponse ça sera forcément incomplète. Les grands magasins, on a vu le problème des Galeries Lafayette de Michel Ohaillon en province, mais même les grands magasins aujourd'hui à Paris, est-ce que ça a toujours la même cote ? Oui, bien sûr. Et
Au contraire, ils ont retrouvé une certaine cote avec le retour du tourisme international qu'on avait malheureusement perdu durant les années Covid. Donc oui, ils ont profité du Covid pour se transformer. Ils ont fait beaucoup de travaux dans les magasins et bien sûr, à la fois, ils ont gagné en clientèle locale et la clientèle internationale est de retour et c'est une très bonne chose. Merci beaucoup Yann Petiot, donc le directeur général de l'Alliance du commerce, la fast fashion, enfin l'ultra fast fashion. Ok, mais la loi pour l'instant, ça rate sa cible.